À Madame Françoise Banaberger, donc qui va nous parler, elle, de l'ORE spécifique du château d'Espérant, qui est un cadre original donc pour expérimenter de nouvelles pratiques, pour concilier préservation du patrimoine et respect de la nature. Oui, merci. En fait, Espérant depuis le début, c'est une histoire singulière à tout point de vue, puisque en fait, du coup, je vais un peu raconter cette histoire assez singulière, puisque ça démarre en 1963 par une donation par une famille bourgeoise de Montpellier, les Sabatiers, de ce château d'Espérant. Et cette donation, elle est faite aux Archives de France. Le Sabatier connaissait en fait l'ancien directeur des Archives de France, et il a fait cette donation pour que les Archives de France s'engagent dans une sauvegarde en fait du patrimoine de l'état civil qui est conservé dans les services d'archives. Et à l'époque, en fait, on a commencé à faire ce qu'on appelait du microfilmage. Et donc dans ce cadre-là, l'idée a été de rassembler dans un endroit unique, au cas où il y aurait un problème dans les différents services d'archives départementales, ce qu'on appelle le master de conservation. Et c'est ça en fait qui a préfiguré la création de ce centre de conservation des microfilms pour l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, donc c'est juste à côté en fait, il y a un centre un peu souterrain dans lequel sont conservés dans des conditions tout à fait très peu énergivores, 200 km en fait de films, de microfilms. Et la suite de l'histoire, c'est que après les microfilms, il y a eu la conservation de supports numériques, et aujourd'hui, sur des bandes magnétiques, sont conservés plus de 2 pétaoctets de données. Ça commence à faire qui sont en fait les copies, enfin les images en fait issues des opérations de numérisation effectuées par les services d'archives sur tout le territoire. Donc en fait, ça a commencé par une histoire de sauvegarde, de préservation, de résilience en fait, en quelque sorte. Et en même temps, la famille voulait que, évidemment, ce château soit préservé, valorisé, et il était dit dès le départ que d'ailleurs cet endroit devait servir de résidence pour les artistes. On vient d'en voir un exemple là, vous voyez, ça continue. Et donc en fait, ce site, c'est un site assez extraordinaire, parce qu'au-delà de ce centre dont je viens de parler, donc de patrimoine archivistique, ce qui fait que administrativement aujourd'hui ce centre dépend du service des Archives de France, donc de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture. Au-delà de ça, ce site, c'est, Bruno Micol l'a dit et il reviendra, j'imagine, un château entièrement protégé au titre des monuments historiques. C'est un parc assez remarquable de 13 hectares. C'est une collection mobilière de près de 5000 objets, dont plusieurs centaines protégés également. C'est une réserve archéologique un peu plus loin. C'est également une collection hippomobile, une collection de monnaies. Bref, c'est un ensemble, une espèce d'ovni comme ça, un conservatoire en tant que tel sur cet endroit, sur ce lieu. Et donc, à partir notamment du début des années 2000, il y a eu une volonté de la direction du centre de vraiment rentrer en partenariat avec notamment évidemment les acteurs culturels incarnés par la direction régionale des affaires culturelles, les acteurs sociaux, les acteurs éducatifs, et de s'inscrire en fait dans une politique très interdisciplinaire et très participative. Et à partir également de 2014, on a commencé à faire des inventaires très scientifiques en fait de la faune et de la flore ici, notamment dans le cadre de la conservation de ce parc, qui a fait que le site s'est mis à travailler de plus en plus au-delà des acteurs culturels, avec des botanistes, avec des spécialistes de jardin, des naturalistes. Donc voilà, ça a fait émerger un peu cette politique de dialogue entre plusieurs disciplines.
Et puis il y a eu aussi toujours une volonté très très forte de transmettre. Et la transmission, elle passe par les jeunes. Et donc en fait, ça fait plusieurs années qu'il y a une politique très forte ici d'éducation artistique et culturelle, ce qui fait que chaque année, en fait, il y a plus de 4500 personnes, dont 3000 jeunes, qui sont reçus ici à travers des ateliers, des contes, toutes sortes d'activités. Et donc, c'est finalement, du coup, assez naturellement que peu à peu, on en est arrivé à cette idée que ici, il y avait à la fois un patrimoine culturel, qu'il y avait à la fois un patrimoine naturel, que les deux devaient se retrouver, se rassembler. D'où, en 2020, l'intégration, en fait, dans le réseau des éco-acteurs de la biosphère de Camargue, qui a été un moment très important où l'idée a été désormais d'intégrer dans le projet scientifique, culturel et éducatif d'Espérance cette dimension environnementale très très forte. Et c'est à partir de là aussi que les premières journées actes ont pu commencer à être imaginées, où se sont rassemblés sur 3 jours en fait des enfants le premier jour, le vendredi, et le reste du temps le grand public, des intellectuels, des commerçants, des botanistes, des naturalistes, qui se sont des artistes, des musiciens, qui se sont retrouvés avec donc des œuvres un peu partout, et on pouvait se promener, et c'était superbe. Et puis le palier suivant, donc on y arrive, c'est la signature de cette obligation réelle environnementale qui était déjà évoquée dans la charte des éco-acteurs, où en fait l'idée c'était de se dire on va tenter de s'engager dans une obligation réelle environnementale, parce qu'on comprend que c'est quelque chose en plus, c'est plus contraignant en quelque sorte, c'est plus engageant, on s'oblige davantage envers donc le vivant, et on s'y oblige. Là, on a choisi 50 ans, ce qui veut dire qu'au-delà de la direction aujourd'hui du centre, ça va se prolonger pour la suite. Et l'idée, c'est qu'on s'oblige à faire en sorte qu'il n'y ait pas une priorité donnée à la culture par rapport à la nature, mais une obligation de faire avancer les deux de front, et que donc forcément, des fois c'est très convergent, des fois c'est divergent. Et il faut arriver à trouver une voie entre les deux pour faire en sorte que le patrimoine vivant soit pas abîmé, et que le patrimoine culturel soit valorisé, préservé comme il devait l'être. Et voilà, c'est à peu près cette histoire-là auquel on assiste, avec l'idée du coup, à partir de cette obligation réelle environnementale, de construire un plan d'action, un plan de gestion. Et ça, c'est quelque chose de très engageant, et d'en faire finalement un terrain d'expérimentation, éventuellement réplicable sur d'autres lieux culturels. Voilà. Alors, au-delà de l'engagement sur le papier, vous parliez d'expérimentation. Je crois qu'il y a des crédits qui sont affectés donc à l'accompagnement de ce plan de gestion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? En fait, dans la convention, dans le contrat qui a été signé, il y a des obligations auxquelles s'engagent les différents contractants. Les différents contractants, peut-être qu'on peut les rappeler, c'est d'une part le préfet qui est signataire de cette convention, le directeur régional des affaires culturelles, moi-même, et le conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, et le syndicat mixte de la Camargue gardoise. Donc ça, c'est l'ensemble des contractants, et donc dans la convention, on explique ce que chacun s'engage à faire. Et il y a à un moment donné une mention de budget qui reste modeste, puisqu'en fait, ce qu'on dit, c'est que pour le côté ministère de la Culture, on évoque un budget en fait annuel de 15 000 euros pour la vie normale de cette obligation réelle environnementale. Et nous, on a souhaité, au moins les 2 premières années de la mise en place de cette obligation réelle environnementale, d'investir davantage, côté ministère donc de budget du ministère de la Culture, pour pouvoir justement engager cette démarche d'élaboration d'un plan de gestion, parce que finalement c'est un peu une première et c'est très expérimental, et derrière de pouvoir commencer à engager les premières actions, les premières études qui vont être nécessaires pour, par exemple, ne serait-ce que pour inventorier tout le patrimoine naturel qui est sur ce site, et qui n'a jamais été fait évidemment d'une manière exhaustive et fine, bien sûr. Voilà.
Vous parliez justement du fait que parfois les problématiques de conservation du patrimoine et celles de conservation de la biodiversité parfois étaient convergentes et parfois divergentes. Voilà, il arrive que ce qu'il faut faire pour conserver le patrimoine entre en contradiction avec ce qu'il faut faire pour la nature. Et pour illustrer cela, nous avons un cas concret, c'est celle de la sauvegarde des collections mobilières du château d'Espérant, et je vais appeler Madame Flore César qui va nous dire un petit mot, qui va nous parler de son expérience.